Bonjour tout le monde. On va essayer de traiter aujourd'hui deux fonctions sécrétoires du tube digestif. Il s'agit de la sécrétion biliaire et de la sécrétion pancréatique. Donc globalement, on parle de fonction bilio-pancréatique, mais sachant qu'il y a deux entités dans ce titre. Donc il y a d'abord la fonction biliaire, ensuite la fonction pancréatique. Dans la fonction biliaire, on va faire un petit rappel anatomique sur le foie et les canaux biliaires. On parlera de la composition de la bile, qui est le produit exocrine du foie, ou bien qui est la sécrétion du foie. On parlera de la régulation de cette sécrétion. On finira par l'excrétion biliaire et la régulation de la motricité. Alors, comme rappel anatomique, vous connaissez le système biliaire qui comporte le foie, la vésicule biliaire et les canaux correspondants. D'accord. Donc le foie, c'est la plus volumineuse glande du corps. Elle est située sous la coupole diaphragmatique droite. Anatomiquement, elle est divisée en lobes, dont la subdivision constitue le lobule hépatique. C'est-à-dire le foie, il est organisé en lobes et chaque lobe à son tour est subdivisé en lobules. Ce lobule, il est de forme polygonale. Il est constitué d'un groupement de cellules hépatiques qui sont réparties en travées qui convergent vers une vénule centrale qui est la veine centrolobulaire. Les lobules alors sont séparés les uns des autres par des travées de tissu conjonctif qu'on appelle les espaces-portes où cheminent des canaux biliaires, des artérioles et des vénules hépatiques. L'apport sanguin hépatique, il est à la fois artériel, donc c'est-à-dire assuré par l'artère hépatique, mais également veineux, c'est-à-dire assuré par la veine porte qui draine tout le territoire sanguin intestinal. Vous allez voir quand on fera la digestion des aliments, ensuite leur absorption. Donc l'absorption se fait par tout ce qui est système artériel intestinal qui sera drainé par la veine porte. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est absorbé est ramené d'abord au foie via la veine porte, ensuite le foie via les veines succépatiques. Donc, il va transmettre tout ce qui est absorbé dans la circulation générale pour être distribué via le cœur et les vaisseaux. Donc, ces deux apports sanguins vont se mélanger à l'entrée des capillaires hépatiques qu'on appelle les capillaires sinusoïdes. Alors, ces derniers, ils s'insinuent entre les cellules de chaque lobule hépatique suivant un trajet radiaire jusqu'à la veine centrolobulaire où ils se jettent. Les veines centrolobulaires à leur tour, ils drainent alors le sang de chaque lobule hépatique et confluent ensuite vers des veines plus volumineuses. Je vous ai dit, ce sont les veines succépatiques qui débouchent dans la veine cave inférieure. Ça, c'est pour l'irrigation sanguine. Par contre, la bile qui est produite par les hépatocytes est drainée à contre-courant du flux sanguin sinusoïdal et cela vers les ductules biliaires qui fusionnent ensuite pour donner d'abord le canal hépatique commun. Donc la jonction avec le canal cystique, ça veut dire c'est le canal qui provient de la vésicule biliaire, provenant de la vésicule, voilà, donne naissance à ce qu'on appelle le canal cholédoque qui débouche dans le duodénum avec le canal de Versang. Donc voilà ce qu'on vient de dire, donc résumé sur ce schéma. Donc le foie est organisé en lobes et le lobe est organisé en lobules. Le lobule, il a une forme polygonale, donc les lobules sont séparés par des espaces qu'on appelle les espaces portes où chemine la triade de porte. Voilà, donc ça c'est la triade de porte avec une veine centrale, un canal biliaire et une artère donc du sang artériel, donc une artère hépatique. Donc ça c'est un seul lobule, donc le lobule, donc il est centré par une veine, c'est la veine centrale, c'est la veine centrolobulaire où convergent le sang artériel et le sang veineux arrivé donc de la veine porte. Donc ce sont là donc ces deux flux sanguins, donc ils vont se réunir au niveau des sinusoïdes hépatiques, donc qui vont rejoindre la veine centrolobulaire.
Et pour la bile donc, qui est produite par le foie, donc il chemine à contre-courant du flux artériel. Donc il vient donc du centre vers la périphérie pour rejoindre le canal hépatique commun qui va fusionner avec le canal cystique pour se rendre dans le cholédoque. Donc voilà, le lobule est organisé, comme je vous ai dit, en travées de cellules. Donc voilà, ce sont des travées donc, de cellules hépatiques qui convergent toutes vers le centre du lobule où se trouve la veine centrolobulaire. Donc ces veines centrolobulaires donc, de chaque lobule, donc, ils seront drainés par les veines succipatiques qui se jettent dans la veine cave inférieure donc pour se rendre au cœur via l'oreillette droite et le ventricule droit et pour aller au poumon donc pour s'oxygéner et le sang alors est revenu dans le cœur gauche pour être distribué à tout le corps ramenant avec lui donc de l'oxygène et bien entendu des nutriments récupérés depuis le système digestif. Donc voilà pour le rappel anatomique. Donc on passe maintenant à notre fameuse sécrétion, donc qui est la sécrétion biliaire. On parlera de sa composition. Donc c'est quoi la bile? La bile tout simplement c'est l'excrétion exocrine du foie. Donc c'est la fonction exocrine du foie. Donc, le principal rôle donc, de cette bile-là, c'est de favoriser l'absorption des graisses, et cela grâce aux sels biliaires. C'est-à-dire, la bile, c'est la fonction exocrine du foie. Le principal rôle, c'est de favoriser l'absorption des graisses alimentaires. Et par quelle entité? C'est par les sels biliaires qu'il contient. C'est-à-dire le composant essentiel de la bile, c'est bien les sels biliaires. Sachant que l'homme normal sécrète environ 0,7 jusqu'à 1 litre par jour de bile, il s'agit donc au départ d'un liquide jaune ou bile hépatique, ou bien vert olive, c'est la bile vésiculaire. Donc une fois la bile est dans la vésicule, donc il prend la couleur verdâtre. Le pH de la bile est basique, c'est entre 7,6 et 8,6. Il s'agit d'une sécrétion permanente, c'est-à-dire donc qui se fait sans arrêt, mais qui est en même temps rythmée par les repas et par les variations nictémérales. Les variations nictémérales, c'est-à-dire donc c'est par rapport aux variations jour-nuit. Donc la sécrétion de la bile est diminuée durant la nuit et augmentée durant la journée. En même temps, bien sûr, rythmée par les repas, c'est-à-dire au moment des repas, il y a une forte sécrétion, mais en dehors des repas, la sécrétion est diminuée. La bile est composée d'eau, d'électrolytes et de substances organiques. Donc, comme toutes les sécrétions digestives, je vous ai dit, toutes les sécrétions sont composées d'eau, d'électrolytes et de substances organiques. Ces substances organiques sont spécifiques à chaque sécrétion. Donc, pour l'eau, on a 90%. Les électrolytes sont identiques au plasma, c'est-à-dire ce qu'on trouve dans le plasma se trouve dans la bile, sauf pour les bicarbonates qui sont plus concentrés dans la bile, donnant le caractère alcalin à la bile par rapport au plasma. Les substances organiques sont de trois entités. Donc il y a le mucus, il y a les lipides biliaires et en dernier lieu, il y a les protéines biliaires. Commençons par le mucus. Donc ce mucus-là, il a un rôle de donner un caractère visqueux et épais à la bile. Donc c'est ce mucus qui rend la bile plus épaisse et plus visqueuse. Maintenant, le composant le plus important, ce sont les lipides biliaires. Sachant qu'au niveau des lipides biliaires, déjà, on trouve trois types. Donc, c'est les sels biliaires à raison de 74%, c'est le cholestérol à raison de 6%, c'est les phospholipides à raison de 20%. Donc, vous remarquez que le composant essentiel, c'est les sels biliaires. Maintenant, ces pourcentages respectifs de ces lipides doivent être respectés. Donc, on doit respecter ces pourcentages. Si on ne les respecte pas, il y a un risque d'apparition de calcul biliaire dans la vésicule biliaire. Et par quel mécanisme? Par exemple, vous imaginez que c'est le cholestérol qui est prédominant. Donc, si on a un pourcentage important de cholestérol, donc le cholestérol il est hydrophobe, donc il précipite et il fixe le calcium, ce qui donne des calculs qui passent dans la vésicule biliaire ou bien dans les voies biliaires, ce qui est à l'origine de la fameuse colique hépatique. Donc c'est une douleur atroce donc qui irradie donc jusqu'à l'épaule. Donc c'est une douleur en bretelle. Donc il irradie vers l'épaule. Donc il est nommé colique hépatique. Donc il est en rapport avec la sténose donc
d'une voie biliaire, donc c'est-à-dire une voie biliaire qui est bouchée par un calcul qui bloque le passage de la bile, et donc ça se manifeste par des douleurs qu'on appelle les coliques hépatiques. Alors, si on veut parler de ces sels biliaires, ce sont des molécules synthétisées par l'hépatocyte à partir du cholestérol. C'est-à-dire le point de départ de ces sels biliaires, c'est le cholestérol. Le rôle de ces sels biliaires, c'est une émulsification avec formation de micelles permettant l'action de la lipase. L'émulsification, c'est-à-dire c'est le mélange donc d'un produit huileux avec un produit hydrique, donc avec de l'eau. Donc vous imaginez, donc quand vous agitez de la vinaigrette avec l'huile d'olive par exemple, donc vous mélangez bien, donc vous allez obtenir une émulsification. Donc c'est une sorte de liquide blanchâtre si vous voulez, donc c'est-à-dire c'est le fait de mélanger un produit gras avec un produit hydrique. D'accord? Donc, et cette émulsification-là permet l'action de la lipase. La lipase, c'est l'enzyme pancréatique qui assure la digestion des graisses, notamment des triglycérides. Donc, pour qu'il puisse agir correctement, il faut cette étape préalable qui est l'émulsification, qui est assurée par les sels biliaires. Ces sels biliaires, ils représentent 70 à 75% de lipides biliaires et on les classe en sels biliaires primaires et sels biliaires secondaires. Les sels biliaires primaires, ils représentent 80% et sont directement synthétisés par l'hépatocyte à partir du cholestérol. Les sels biliaires secondaires, ils proviennent donc de ces sels biliaires primaires après action de certaines bactéries duodénales. Ça, ce qui concerne les sels biliaires. Maintenant, le deuxième composant lipidique de la bile, c'est bien le cholestérol. Le cholestérol, il représente 6 à 10% des lipides biliaires. Il se trouve sous deux formes. Donc, soit on trouve directement du cholestérol non estérifié, ou bien on le trouve sous forme de sels biliaires, sachant que les sels biliaires donc, dérivent du cholestérol. Le troisième composant lipidique qui est le dernier, donc c'est les phospholipides. Les phospholipides représentent 20% des sels biliaires sous forme de lécithine et sont toujours synthétisés de nouveau. C'est-à-dire il n'y a pas de cycle entérohépatique pour les phospholipides. C'est ça la synthèse de nouveau. Il n'y a pas de cycle entérohépatique. Vous allez me dire c'est quoi le cycle entérohépatique? Donc comme son nom l'indique, c'est un cycle qui relie l'hépatocyte et l'entérocyte. Donc, c'est un cycle qui relie le foie et l'intestin. Donc, au départ, on sait que le foie, il fabrique des sels biliaires, il fabrique du cholestérol qui sont déversés au niveau duodénal où ils jouent leur rôle. Ils sont ensuite réabsorbés par l'intestin, c'est-à-dire récupérés par l'intestin et ramenés à nouveau au foie via la veine porte. Et le foie, alors, il récupère 95% de sels biliaires et 70% du cholestérol. C'est-à-dire ces deux produits-là, les sels biliaires et le cholestérol, sont synthétisés par le foie, sont envoyés dans l'intestin pour assurer leur fonction, ensuite récupérés à nouveau par le foie via le système porte. Donc c'est pour ça qu'on parle d'un cycle entérohépatique. Sachant que le foie, il récupère jusqu'à 95% de sels biliaires et 70% de cholestérol. Alors ce cycle sert donc à économiser le travail du foie et en même temps limiter la toxicité des sels biliaires dans la circulation générale où passe uniquement 0,5% de la production totale. C'est-à-dire ce cycle entérohépatique, quand on dit il sert à économiser le travail hépatique, ça veut dire le foie n'est pas obligé de synthétiser à chaque fois de nouvelles molécules de sels biliaires ou bien de cholestérol. Il suffit de synthétiser une fois par exemple, ensuite ils les envoient dans l'intestin, ils vont assurer le rôle, ils les récupèrent à nouveau pour les utiliser une autre fois. Donc c'est pour ça qu'on parle d'une économisation du travail hépatique. En même temps, ce travail-là, le fait que le foie récupère ces produits, donc cela évite que ces produits-là passent dans la circulation générale et donc limiter ainsi la toxicité de ces sels biliaires, car il y a uniquement 0,5% de la production totale qui passe dans la circulation. Voilà le rôle du cycle entérohépatique. Je vous ai dit, ce cycle entérohépatique, il concerne les sels biliaires et le cholestérol. Alors que les phospholipides, on a dit, ils sont synthétisés toujours de nouveau, c'est-à-dire le foie, il est obligé à chaque fois de synthétiser de nouvelles molécules de phospholipides. Voilà pour les lipides biliaires. On passe maintenant aux protéines biliaires ou appelées également pigments biliaires. Donc le principal pigment biliaire, c'est bien la bilirubine. La bilirubine, il provient de la dégradation de l'hémoglobine.
sachant que l'hémoglobine est composée de fer et de globine, ainsi que de l'hème. Donc le fer et la globine sont recyclés, par contre l'hème est transformé en biliverdine qui est réduite en bilirubine. Cette bilirubine circulante, on l'appelle improprement une bilirubine libre. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'est pas encore conjugué, conjugué. Alors, cette bilirubine, elle passe dans le foie, c'est-à-dire il est capté par le foie et il va subir une glucuronoconjugaison. La bilirubine conjuguée, alors il est éliminé dans la bile où elle se trouve sous forme de micelle avec le cholestérol, les sels biliaires et les phospholipides. Une partie de cette bilirubine est reprise par la circulation entérohépatique, ça veut dire il y a un cycle entérohépatique même pour la bilirubine, mais c'est juste pour une partie. L'autre partie par contre, elle sera transformée en stercobiline et urobiline. Les pigments biliaires doivent être éliminés et leur accumulation plasmatique conduit à l'ictère. Donc c'est-à-dire cette bilirubine en excès, donc il ne doit pas rester dans la circulation, doit être éliminé. Sinon, s'il s'accumule, il va donner la coloration jaunâtre de tous les téguments, donc des muqueuses surtout, donc et de la peau. Donc c'est le fameux bosfayar en arabe, donc c'est ce qu'on appelle l'ictère en français. D'accord? On passe maintenant à la régulation de la sécrétion biliaire. Cette sécrétion biliaire qui est faite d'eau, d'électrolytes et de sels biliaires essentiellement comme produits lipidiques, de bilirubine comme produit protéique. Donc cette sécrétion biliaire qui est assurée par le foie, elle est sujette à une régulation par des facteurs nerveux, mais surtout par des facteurs hormonaux. Pour la régulation nerveuse, donc il s'agit donc de l'intervention du nerf vague, donc la stimulation du foie peut multiplier par 2 le taux normal de production de la bile. Ça, c'est sur le plan nerveux. Sur le plan hormonal, donc il y a deux fameuses hormones qui sont la sécrétine et la cholécystokinine pour la CCK. Donc ce sont des hormones en réalité qui stimulent surtout la production du sucre pancréatique, mais elles stimulent également la sécrétion biliaire. D'accord? Voilà, ce sont ces deux hormones qui régulent positivement la production de la bile. Il y a un autre point, c'est la présence d'une grande concentration de sels biliaires dans le sang-porte. C'est-à-dire quand le sang-porte récupère les sels biliaires, cela augmente aussi le taux de production de la bile. Car une augmentation de la sécrétion de sels biliaires dans les canalicules entraîne par effet osmotique une sécrétion simultanée d'eau. C'est ce qu'on appelle la cholérèse sel biliaire dépendante, qui est une augmentation du flux biliaire, avec comme conséquence une inhibition de la synthèse des sels biliaires dans le foie. Je vous ai dit, les sels biliaires subissent un cycle entérohépatique. Quand il y a une forte concentration de ces sels biliaires dans le sang-porte, donc cela, par effet osmotique, s'accompagne d'une sécrétion d'eau, d'une sécrétion simultanée d'eau. Donc, si on associe l'eau avec les sels biliaires, sachant que les sels biliaires représentent le composant majoritaire de la bile, donc c'est comme si on a ce qu'il faut. Donc, on a pu former une bile sans l'intervention du foie. Donc c'est ce qu'on appelle, déjà on a économisé le travail hépatique, mais on a stimulé la formation de la bile vu qu'il y a une forte concentration de ces sels biliaires dans le sang-porte. C'est ce qu'on appelle la cholérèse sel biliaire dépendante. Donc c'est la formation de la bile en présence d'excès de sels biliaires. D'accord? Voilà pour cette régulation. On va parler maintenant de l'excrétion biliaire. L'excrétion biliaire, ça veut dire donc c'est le fait, quand est-ce qu'on doit stocker ou bien éliminer ce produit qu'on a produit par le foie. Donc le foie, quand il produit la bile, il l'envoie dans la vésicule. Donc la vésicule, c'est juste un lieu de stockage de la bile. Ensuite, quand on a besoin, cette vésicule-là va envoyer son contenu dans le duodénum. Donc, quand est-ce que la vésicule stocke la bile? C'est entre les repas. Donc, c'est-à-dire entre les repas, quand on n'a pas besoin donc, de ce produit hépatique, la vésicule est là pour stocker ce produit-là. C'est ce qu'on appelle le remplissage vésiculaire, qui est assuré bien sûr par la vésicule biliaire.
qui est une poche-borgne qui stocke la bile produite par le foie en période interprandiale, c'est-à-dire entre les repas. Cela va éviter d'abord d'exposer inutilement la muqueuse digestive pendant la période de jeûne aux sels biliaires toxiques pour les entérocytes. Donc, le fait de stocker la bile en dehors des repas évite à l'intestin d'être exposé à la bile qui est toxique pour les entérocytes. Donc, c'est une façon de protéger la muqueuse intestinale. Maintenant, comment se fait ce remplissage vésiculaire? C'est un remplissage qui est purement passif. Il se fait par la résistance du sphincter d'Oddi. Donc, le sphincter d'Oddi, il est le siège d'une contraction tonique. Donc, il est tout le temps en contraction. Et cette contraction tonique-là va empêcher donc, la sortie donc, de la bile dans le duodénum. Donc, cette bile, il n'a qu'à être stockée. Il reste alors dans la vésicule, sachant que la paroi vésiculaire est plastique et cette plasticité donc est assurée par le VIP et donc le vaso-intestinal peptide. Donc cette plasticité des fibres musculaires lisses, il n'oppose pas donc ou bien peu de résistance au remplissage. Donc il y a déjà le sphincter d'Oddi qui se ferme, il y a cette plasticité de la paroi, donc la bile, il n'a qu'à refluer et vient remplir la vésicule biliaire en dehors des repas. À ce niveau, c'est-à-dire une fois que la bile maintenant est stockée dans la vésicule, il va subir quelques remaniements. Donc, il va subir une réabsorption de l'eau qui est couplée à celle des bicarbonates et du chlore. C'est pour ça que la bile vésiculaire est neutre, alors que la bile hépatique est alcaline. Sachant qu'à ce niveau, il y a également un rajout de mucus, ce qui fait de la bile vésiculaire une bile plus concentrée et plus riche que la bile hépatique. Voilà ce qui se passe en dehors des repas, donc c'est le remplissage de la vésicule par la bile. Maintenant, au moment des repas, pendant les repas, donc c'est la vidange vésiculaire qui va avoir lieu. Donc, cette vidange-là se fait par un continent moteur, donc qui est né au niveau de la vésicule, c'est-à-dire il y a une onde qui prend naissance dans la vésicule et crée une onde péristaltique qui va parcourir les voies excrétrices et amener la bile à la partie interne du sphincter d'Oddi, c'est-à-dire donc il va assurer un pompage, donc si vous voulez, donc de cette bile-là jusqu'à la partie interne du sphincter d'Oddi, qui à son tour, elle s'ouvre et puis se contracte, donc c'est-à-dire lui aussi il va subir cette onde péristaltique. Alors, il envoie la bile dans le duodénum par des jets successifs et bien entendu cela se fait au moment des repas. Passons au dernier chapitre donc, de cette première partie du cours, c'est la régulation de la motricité vésiculaire. Cette régulation, elle est à la fois nerveuse et hormonale. Donc, pour la régulation nerveuse, elle dépend du système nerveux extrinsèque, c'est-à-dire le parasympathique et le sympathique, où le parasympathique stimule la contraction vésiculaire, donc c'est lui qui est responsable des mouvements du tube digestif, et en même temps, il relâche le sphincter d'Oddi pendant le repas. Tandis que pour le sympathique, il est là pour inhiber la contraction vésiculaire, et cela via les récepteurs alpha-2 adrénergiques. Pour la régulation hormonale, donc ce sont deux hormones qui assurent la production de la bile, qui stimulent la sécrétion de la bile en même temps, elle stimule la vidange vésiculaire. Donc, c'est surtout donc, la CCK, donc c'est la cholécystokinine, qui stimule les contractions vésiculaires et le relâchement du sphincter d'Oddi. La sécrétion de la CCK est stimulée par la présence de graisse et de protéines dans le duodénum et par les sels de magnésium également, ainsi que le jaune d'œuf. Donc, l'hormone CCK, c'est une hormone qui est synthétisée par les cellules I intestinales
en réponse à la présence dans cet intestin, dans le duodénum, des graisses, des protéines, ainsi que les sels de magnésium et le jaune d'œuf. Donc cette CCK, une fois elle est sécrétée, donc elle va stimuler la production de la bile d'un côté et de l'autre côté, elle va stimuler l'excrétion de la bile, c'est-à-dire la vidange vésiculaire. La gastrine également est un agent stimulateur de la vidange vésiculaire. Par contre, le VIP et le polypeptide pancréatique sont des agents inhibiteurs. Voilà pour cette première partie du cours qui concerne la fonction biliaire. Maintenant, on passe à la fonction pancréatique. On va faire une petite introduction. On parlera bien entendu de la composition du suc pancréatique, de sa régulation et on termine par les mécanismes de contrôle. En introduction, vous savez que le pancréas est une glande mixte, c'est-à-dire à la fois endocrine et exocrine. Donc il a un contingent endocrine qui assure la libération de deux hormones essentiellement, l'insuline et le glucagon, et il a une composante exocrine qui est d'ailleurs majoritaire, donc assurant la production du suc pancréatique. Ce pancréas, qui est une glande mixte, placée dans la partie supérieure de l'abdomen, derrière et au-dessous de l'estomac. Donc il est à gauche. Le parenchyme pancréatique exocrine, c'est lui qui prédomine. Il présente environ 90% du tissu parenchymateux. Et il est organisé en acinis qui sont composés de cellules zymogènes responsables d'une sécrétion enzymatique. Donc, le pancréas exocrine, le parenchyme exocrine, il est organisé en acinis. Donc, ces acinis-là sont formés de cellules appelées cellules zymogènes. Ils sont responsables de la sécrétion enzymatique. Généralement, ce sont des enzymes inactives. C'est pour ça qu'on parle de zymogènes. Ces acinis alors sont drainés ensuite par des canaux excréteurs qui convergent vers le conduit pancréatique commun qui est le canal de Wiersang. Celui-ci rejoint le cholédoque provenant du foie juste avant son entrée dans le duodénum par l'ampoule de Vater. Ces canaux excréteurs, ils ont une particularité, c'est qu'elles possèdent un épithélium propre qui est responsable notamment de la sécrétion des bicarbonates. Donc retenez bien que l'acinus est responsable d'une sécrétion enzymatique et ensuite arrivé dans les canaux, donc on rajoute à cette sécrétion enzymatique une sécrétion bicarbonatée. Donc, les cellules endocrines, par contre, sont organisées en îlots de Langerhans dispersés dans le parenchyme exocrine. Voilà à peu près un schéma donc, qui représente le pancréas. Donc, voici l'organisation du parenchyme exocrine. Donc, il y a des acinis. Voilà, il y en a plusieurs. Ces acinis donc, sont constitués de cellules zymogènes qui vont produire des enzymes. Et ensuite, cet aciné est drainé par un canal. Donc, ce canal excréteur, il va déboucher dans le canal commun, c'est le canal de Wiersang qui rejoint le cholédoque qui provient du foie pour se mettre dans le duodénum. Donc, l'épithélium de ces canaux excréteurs a la capacité de produire, de sécréter surtout des bicarbonates. Donc cela vous permettre de constater que la sécrétion pancréatique exocrine est faite surtout d'enzymes et de bicarbonates. Donc ce sont les deux composants essentiels de la sécrétion pancréatique. C'est ce qu'on va voir sur cette diapo. Donc c'est quoi le suc pancréatique? C'est un liquide incolore, non visqueux, c'est-à-dire il ne possède pas de mucus, donc il n'y a pas de mucus dans la composition du suc pancréatique. Le pH il est neutre à peu alcalin, donc 7 voire 8,4. Donc ce suc est composé d'eau d'électrolyte ainsi que de nombreuses enzymes digestives. Qui dit suc pancréatique dit enzymes digestives. Donc la majorité des enzymes de la digestion sont fabriquées par le pancréas. Alors, ce suc pancréatique est sécrété à raison de 1,5 litre voire 2,5 litres par jour, avec d'importantes variations du débit qui est déterminé par la prise des repas. C'est-à-dire, en dehors des repas, le débit est diminué. Par contre, pendant les repas, le débit, bien sûr, est plus important. Si on veut parler de la composition de ce suc pancréatique, donc je vous ai dit, il est composé d'eau et d'électrolytes, ainsi que de nombreuses enzymes. Pour l'eau et les électrolytes, le suc pancréatique il est globalement isotonique au plasma, c'est-à-dire qu'il a la même concentration que le plasma.
Sachant que les principaux cations, c'est le sodium et le potassium, et leur concentration, elle reste toujours constante, quel que soit le débit de sécrétion. Par contre, les principaux anions sont le chlore et les bicarbonates. Leur concentration varie inversement en fonction du débit de sécrétion, sachant que celle des bicarbonates augmente avec le débit et celle du chlore diminue. Donc si on a un fort débit, donc il y a une forte concentration sécrétion de bicarbonate. Par contre, il y a une diminution de la sécrétion du chlore. Et inversement, si on a un bas débit, on trouve beaucoup plus de chlore que de bicarbonate. Maintenant, sur le plan enzymatique, le pancréas il produit jusqu'à 20 grammes de protéines par jour. Et heureusement que ces enzymes-là produites par le pancréas sont généralement, je dis bien généralement, ce sont des enzymes inactives. Donc, ce sont des zymogènes qui sont sécrétés par les cellules zymogènes des acinées. Donc, l'activation de ces enzymes se fait secondairement dans le duodénum, et cela grâce à une enzyme de la bordure en brosse des entérocytes qu'on appelle l'entérokinase. Parmi ces enzymes, il y a des enzymes de la protéolyse, il y a des enzymes de la lipolyse et il y a les enzymes de la digestion des glucides, les amylolytiques. Donc les enzymes de la protéolyse sont des enzymes qui sont sécrétées sous forme inactive. Donc toutes les enzymes de la protéolyse sont sécrétées sous forme inactive. Ce sont des proenzymes ou bien des zymogènes. Il s'agit donc du trypsinogène, de la proélastase, de la procarboxypeptidase A et B, sachant que leur activation, comme je vous ai dit, se fait secondairement par une enzyme intestinale qui est l'entérokinase, qui active d'abord le trypsinogène, qui, une fois activé en trypsine, il va à son tour activer les autres proenzymes en enzymes actives. Donc voici la cascade d'activation. Donc vous avez les enzymes, ou bien les proenzymes, qui sont donc des enzymes inactives, à savoir le trypsinogène, le chymotrypsinogène, la proélastase, la procarboxypeptidase et la procolipase. Donc le trypsinogène, grâce à une enzyme intestinale, l'entérokinase, il est transformé en trypsine. Ensuite, la trypsine, il va activer toutes les autres proenzymes en enzymes actives. Elle va transformer le chymotrypsinogène en chymotrypsine, va transformer la proélastase en élastase, la procarboxypeptidase en carboxypeptidase et la procolipase en colipase. Voilà pour les enzymes de la protéolyse, retenez bien qu'ils sont synthétisés sous forme inactive et leur activation se fait secondairement dans l'entérocyte, dans l'intestin, grâce à une enzyme de l'entérocyte qui est l'entérokinase. Sachant que lorsque cette activation a déjà lieu à l'intérieur du pancréas, ça sera une urgence. Donc l'organe, il s'autodigère. C'est-à-dire donc on a plusieurs enzymes, ils vont attaquer le pancréas lui-même. C'est ce qu'on appelle la nécrose pancréatique aiguë. Donc le Dieu a bien fait les choses. Donc ces enzymes-là sont sécrétées sous forme inactive pour protéger l'organe de l'autodigestion. Maintenant, il y a une note importante, c'est qu'il y a deux types d'enzymes. Il y a des enzymes protéolytiques qu'on nomme des endopeptidases. Il y a d'autres qui sont des exopeptidases. C'est quoi les endopeptidases? Donc, ce sont les enzymes qui rompent la liaison peptidique à l'intérieur de la molécule protéique. C'est le cas de la trypsine, de la chymotrypsine et de l'élastase. Par contre, les exopeptidases, donc ils sont là pour détacher les acides aminés de l'extrémité carboxyle terminale de la protéine. Donc, ils agissent à l'extrémité de la protéine. Donc, c'est pour ça qu'on les nomme exopeptidases. Donc, c'est le cas des carboxypeptidases A et B. À noter qu'il existe bien d'autres enzymes qui sont les DNases et les RNases. Voilà pour ce qui concerne les enzymes de la protéolyse. On passe maintenant aux enzymes de la digestion des glucides, ou bien appelées également amylolytiques, et sont représentées essentiellement par l'alpha-amylase. Donc, je vous ai parlé de l'amylase salivaire qui initie la digestion de l'amidon, mais juste après la déglutition, donc cette amylase salivaire se trouve dans l'estomac, dans un milieu acide, donc il sera désactivé. Donc le rôle, il sera pris par
l'amylase pancréatique au niveau intestinal. Cette amylase pancréatique, elle est sécrétée déjà sous forme active. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle scinde l'amidon ainsi que le glycogène en oligosaccharides, en maltose, maltotriose et alpha-dextrine limite. La dégradation de ces dernières molécules donc, se fera ultérieurement par les enzymes de l'épithélium de l'intestin grêle, c'est-à-dire il y a ces produits qui proviennent de la digestion de l'amidon, mais ces produits-là vont subir d'autres étapes donc, de digestion pour avoir donc, des éléments plus fins, et cela grâce à des enzymes de la bordure en brosse de l'intestin. On va en parler dans le cours prochain. Les enzymes de la digestion des lipides, donc ce sont les enzymes lipolytiques. La principale enzyme, c'est bien la lipase pancréatique. Cette lipase pancréatique est sécrétée déjà sous forme active et scinde les triglycérides en monoglycérides et acides gras libres. D'accord. Retenez bien que cette lipase, comme l'amylase, elle est sécrétée sous forme active. Mais attention, pour son action, elle nécessite la présence de d'autres enzymes qu'on nomme d'ailleurs les colipases. Donc, ce sont des enzymes qui aident la lipase, donc qui sont formées aussi sous l'action de la trypsine. Donc, on a cité la colipase parmi les enzymes de la protéolyse. Donc, elle est sécrétée sous forme de procolipase et grâce à la trypsine, elle est transformée en colipase. Donc, sachant qu'à côté donc, de la colipase qui est nécessaire à l'action de la lipase, il faut également l'émulsification préalable des graisses par les sels biliaires donc, dont on a déjà parlé. Parmi les autres enzymes lipolytiques, on peut noter la prophospholipase A2 qui assure la digestion des phospholipides. La carboxylestérase, c'est le cholestérol estérifié qui est le substrat donc, de ces dernières enzymes. On passe maintenant à la régulation de la sécrétion pancréatique qui dépend surtout des facteurs hormonaux. Donc, elle dépend surtout donc, de deux hormones, c'est la sécrétine et la cholécystokinine. Comment se fait-il? On a la sécrétine, donc la sécrétine, c'est une hormone intestinale. Donc voici ici donc un schéma vraiment schématique. Donc vous avez ici le pancréas, vous avez ici le duodénum, bien la première partie de l'intestin. On sait que le pancréas assure comme fonction exocrine la production du sucre pancréatique qui est fait essentiellement d'eau, d'électrolytes. Et l'électrolyte majoritaire, c'est bien les bicarbonates, ainsi qu'un équipement enzymatique très important. Donc, ce sucre pancréatique est déversé dans l'intestin où ces enzymes-là qui sont inactives au départ, donc ils vont être activés par l'entérokinase intestinale, une enzyme intestinale qui active d'abord le trypsinogène en trypsine, et puis la trypsine va activer les autres enzymes, donc le chymotrypsinogène ainsi que les autres proenzymes en chymotrypsine et autres enzymes. Donc, cette sécrétion est régulée par deux hormones essentielles. Donc, on a l'une de ces hormones, il s'agit de la sécrétine, donc qui assure la stimulation de la sécrétion bicarbonatée, et on a la cholécystokinine qui est responsable de la sécrétion enzymatique. Sachant que la sécrétine est synthétisée par les cellules S du duodénum qui répond à l'acidité du duodénum. Donc, une fois il y a une vidange gastrique, donc il y a arrivé d'un chyme acide dans le duodénum, cette acidité va stimuler les cellules S. Et ces cellules S vont sécréter la sécrétine qui, elle, à son tour, stimule la sécrétion de bicarbonate pour à peu près neutraliser cette acidité. Maintenant, la deuxième hormone qui est la CCK, elle est libérée par les cellules I du duodénum. Ces cellules I, elles sont par contre stimulées par la présence de protéines et de lipides dans le duodénum. Donc après la vidange gastrique, donc l'arrivée de lipides et de protéines au niveau intestinal va stimuler la cellule I qui, elle, libère de la CCK et la CCK va stimuler la sécrétion des enzymes pour digérer ces lipides et protéines qui sont arrivés dans l'intestin. Voilà, donc la CCK, retenez bien, il est responsable de la sécrétion
pancréatique acineuse, c'est-à-dire la sécrétion enzymatique. Par contre, la sécrétine, il est responsable de la sécrétion de bicarbonate. La CCK, elle renforce également la sécrétion bicarbonatée stimulée par la sécrétine. Okay. La CCK se trouve également inhibée dans une boucle de rétroaction par la sécrétion de trypsine dans la lumière intestinale. On a dit que les enzymes sont sécrétées sous forme inactive, mais sont activées par l'entérokinase. Donc l'entérokinase, il donne de la trypsine à partir du trypsinogène. Quand on a un excès de trypsine, donc cette trypsine-là va exercer une action négative sur la cellule I pour l'empêcher donc de synthétiser la CCK. Donc un excès de trypsine inhibe la production de la CCK qui a initié la production de cette trypsine. Donc c'est la boucle de rétrocontrôle. Donc ça, c'est la régulation hormonale de la sécrétion pancréatique. L'influence du système nerveux autonome sur la sécrétion pancréatique, elle est essentiellement modulatrice. Donc on a le système parasympathique qui participe à la stimulation en synergie avec la sécrétine et la CCK. Par contre, le sympathique, il est plutôt inhibiteur du fait de la diminution du débit sanguin pancréatique induit par la vasoconstriction engendrée par le sympathique. Donc voilà pour la régulation de la sécrétion pancréatique. On va terminer par les mécanismes de la régulation. Sachant que, enfin, donc ici, donc c'est une diapo qui parle des mécanismes inhibiteurs. Ces mécanismes inhibiteurs, ils sont moins bien connus, mais il y a la somatostatine qui est une hormone inhibitrice de la majeure partie donc, des sécrétions digestives, donc elle est probablement impliquée dans l'inhibition de la sécrétion pancréatique. On passe au mécanisme de régulation. Sachant qu'à l'état basal, la sécrétion pancréatique, bien sûr, elle est faible, donc on dort des repas, donc on a une sécrétion moindre. La stimulation, elle est liée à la prise du repas. On distingue trois phases pour cette sécrétion pancréatique. Donc il y a une phase céphalique, il y a une phase gastrique, il y a une phase intestinale. Au cours de la phase céphalique, la sécrétion pancréatique elle est stimulée en réponse à la vue, à l'odeur, ou bien au goût des aliments. Donc le fait de voir les aliments, le fait donc de sentir l'odeur des aliments ou bien de toucher aux aliments, donc déjà ça va initier la sécrétion pancréatique, c'est-à-dire la sécrétion pancréatique, il commence à se mettre en place dès qu'on voit les aliments, dès qu'on sent l'odeur des aliments, c'est-à-dire avant la prise alimentaire. C'est pour ça qu'on parle d'une phase céphalique, parce que la stimulation se fait par le système nerveux. Donc il y a des afférences du nerf vague qui s'envoient dans les centres et qui envoient des efférences alors pour stimuler la sécrétion enzymatique et la sécrétion bicarbonatée, donc qui font le sucre pancréatique. Donc cette stimulation au cours de la phase céphalique, elle est responsable d'environ 30% de la sécrétion pancréatique maximale. Elle dépend, comme je vous ai dit, du nerf vague. C'est-à-dire donc déjà le fait de penser aux aliments déjà assure une sécrétion de 30% du sucre pancréatique. Maintenant, quand les aliments donc ils arrivent dans l'estomac, donc nous sommes dans une phase gastrique, donc il y aura une distension donc, de la paroi de l'estomac. Cela va engendrer également une sécrétion plus importante par des réflexes qui impliquent le nerf vague, qui envoient des afférences vers les centres supérieurs, qui alors eux envoient des efférences pour stimuler la sécrétion pancréatique. Donc on parle donc de réflexe vago-vagal. Donc le point de départ c'est la distension gastrique. Maintenant une fois les aliments sont dans l'intestin, ici donc on parle de la phase intestinale qui est la plus importante, car c'est à ce moment-là que se fait la sécrétion la plus importante si vous voulez. Donc la sécrétion bicarbonatée est stimulée, comme je vous ai dit, par la libération de sécrétine en réponse à l'acidification du contenu duodénal.
alors que la sécrétion enzymatique est stimulée par la libération de CCK en réponse à l'arrivée dans le duodénum de lipides et de protéines. C'est-à-dire quand les lipides et les protéines arrivent dans le duodénum, ils vont stimuler la cellule I qui sécrète la CCK et la CCK stimule la sécrétion enzymatique. L'arrivée de chyme acide dans le duodénum va stimuler la cellule S qui à son tour sécrète la sécrétine et la sécrétine va stimuler la libération donc des bicarbonates. Donc c'est à ce moment-là que se fait une bonne sécrétion du sucre pancréatique. Donc au total, c'est la vidange gastrique qui détermine l'intensité et la durée de la stimulation de la synthèse du sucre pancréatique. En conclusion, donc, la compréhension du fonctionnement du pancréas exocrine permet de comprendre la physiopathologie de certaines maladies. Vous imaginez s'il y a une insuffisance de la sécrétion, donc si on a un manque de ce sucre, donc cela entraîne une pancréatite chronique avec une maldigestion. Donc si on n'a pas le sucre pancréatique, on va digérer mal les aliments. Et si on a une maldigestion, on ne peut pas absorber correctement nos aliments, donc il y aura une malabsorption. Et si on absorbe mal, ça veut dire on se nourrit mal, donc c'est la malnutrition. Un autre point, c'est l'autodigestion glandulaire qui est due à l'activation des enzymes à l'intérieur du pancréas. Je vous ai dit, les enzymes pancréatiques sont synthétisées sous forme inactive et l'activation se fait dans l'entérocyte. Alors, si l'activation a eu lieu dans le pancréas lui-même, l'organe il s'autodigère et c'est la pancréatite aiguë. Je vous remercie et à bientôt.